L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Et on vient donc après les infos de l'heure sur BFM Business. Toujours avec nous les décodeurs de l'écho de ce jeudi soir. Autour de cette question, les entreprises françaises, pourquoi cette fragilité justement? Mais on va vous donner maintenant des pistes. On va essayer de trouver des solutions. On part tout simplement du rapport de la COFAS, le rapport annuel sur les défaillances d'entreprises. Avec déjà l'an dernier 60 000 défaillances d'entreprises notées, plus 1% par rapport à l'année précédente. Et le pire est à venir. On en annonce 62 000 pour l'année 2013. Principale victime, les ETI, vous savez, ces super grosses PME qu'on aimerait voir naître, qu'on aimerait voir éclore un petit peu plus en France, un petit peu sur le modèle allemand. On a vu que c'était peut-être pas forcément le modèle à suivre, peut-être le modèle espagnol, le disait tout à l'heure Benaouda Abdelrahim. En tout cas, on est avec Yves Zlotowski qui a co-rédigé cette enquête, c'est le chef économiste de la COFAS, Guy Mamoumani à la tête du Syntec Numérique, Stéphane Cohen, vice-président de l'Ordre des experts comptables, Emmanuel Le Chip, bien sûr, et Benaouda. Alors maintenant, justement, place aux solutions. Quelle est, à votre avis, l'urgence, la priorité? Allez, Yves Zlotowski, tout d'abord, de la COFAS. Alors pour être un peu positif, il faut rappeler que ces 4500 ETI, c'est quand même un quart des dépenses de R&D, de recherche et développement en France. Donc il y a un gisement extraordinaire. Moi, je vois 3 leviers. Le premier, c'est quand même permettre un peu de flexibilité des salaires dans les bas de cycle par le dialogue social. Le deuxième point très important, c'est renforcer l'autofinancement des entreprises. Ça, c'est vraiment le secret des entreprises qui en ce moment sont solides. Et nous, on a 2 pays où les entreprises sont très solides, c'est l'Allemagne et les États-Unis, très fort autofinancement. Puis le troisième problème, c'est permettre aux ETI de s'épanouir, de grossir. Elles sont encore trop petites, ce sont encore trop des PME et pas assez proches des grands groupes, des grandes entreprises. Et donc, c'est, je dirais, limiter, revoir toutes les règles qui empêchent les ETI de grossir, donc création d'un CHSCT, commissaire aux comptes, etc., qui pèsent très lourd sur ces ETI pour les faire grossir. Guy Mamoumani, le Syntec Numérique. D'abord, je ne peux qu'acquiescer à ce qui vient d'être dit. Par ailleurs, rappeler aussi que cette notion d'échec en France est très grave. Et je veux rendre hommage à Fleur Pellerin, le ministre des PME et du numérique, justement parce qu'elle essaye de changer cela. Et je crois que c'est une très bonne chose pour les entrepreneurs. D'ailleurs, elle a lancé aussi les assises d'entrepreneuriat auxquelles je participe pour trouver des solutions. Et puis, je ne peux que rajouter sur le fait qu'il faut absolument et massivement déployer le numérique, les nouvelles technologies dans toutes les industries, dans toutes les entreprises pour trouver un nouveau souffle. À commencer par l'État. Et d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord, en commençant par la modernisation de l'État, mais il paraît qu'on va nous annoncer plein de choses le 28 février, puisqu'il y a un séminaire numérique du président de la République que nous attendons avec beaucoup d'impatience et sur lequel nous comptons beaucoup. Et j'invite M. Montebourg à déployer tout son talent, toute son énergie, toute sa créativité, à s'occuper plutôt justement de ce qu'on peut faire pour le futur, plutôt que de chercher à rester défensif et à sauver les emplois comme il peut et qu'il n'arrive pas à sauver de toute façon. Stéphane Cohen, l'expert comptable, la priorité, l'urgence absolue à vos yeux? La première chose pour moi, c'est d'expliquer aux chefs d'entreprise d'aller au plus vite, au plus tôt, révéler, traiter leurs difficultés. On n'échappe pas à son destin, il faut d'abord traiter les difficultés. La deuxième chose, c'est qu'on a besoin de réorienter les capitaux vers ces entreprises qui sont en difficulté, parce que dès qu'une entreprise en difficulté est en difficulté, elle n'a plus de crédit, mais elle n'a plus également de fonds de private equity, de capitaux risqueurs qui viennent l'aider à se retourner. Donc moi j'ai envie d'appeler les fonds d'investissement en disant revenez aider les entreprises en difficulté pour renforcer les fonds propres et demain, effectivement, repartir vers l'ETI parce que c'est le chemin sur lequel on doit aller, évidemment, en France. Est-ce qu'il faut changer? Voilà, question qui nous vient de Corse, à Bastia. Voilà, nous sommes écoutés, reçus à Bastia, c'est Léa. Est-ce qu'il faut changer? Qu'en est-il des délais de paiement? Est-ce qu'il faut les changer dans ce contexte, à votre avis? Évidemment, c'est un mal français, cela, le délai de paiement. Et en plus, c'est l'effet boule de neige, parce qu'en France, dès qu'on va mal, la première chose qu'on fait, on tire sur les fournisseurs, et ça entraîne en cascade des défaillances. Donc oui, il faut légiférer sur ce point, et c'est en cours d'ailleurs. Il y a une loi. Tout à fait, il y a une loi. Mais il y a une loi, la loi elle émeut, mais qui n'est pas qui est malheureusement pas appliquée. Et on a vu qu'effectivement, le ministre Moscovici a fait des annonces il y a quelques jours justement sur la trésorerie des entreprises à l'occasion du salon des entrepreneurs, où il a indiqué effectivement mettre en œuvre une loi justement pour encadrer notamment encore plus fort ces délais de paiement. C'est un mal français catastrophique, ces délais de paiement.
paiement. Guy, Oui, il y a une loi qui est la LME, qui doit être respectée, qui ne l'est pas, en effet. pourquoi ne l'est-elle pas? Eh bien, parce qu'on y trouve toujours des bonnes raisons pour ne pas la respecter. Ça n'arrange personne, en particulier ceux qui doivent payer. Et ça me fait penser d'ailleurs, quand on a parlé de la comparaison avec l'Allemagne, voilà aussi une grande différence, c'est la façon dont les PME sont traitées par les grands groupes. Et en particulier sur les délais de paiement, mais aussi pour travailler avec eux, les entraîner dans l'export et tout ce qui concerne cette chaîne qu'il faut absolument reconstruire en France. L'exemple allemand inspire beaucoup. Encore une remarque ce soir. Voilà un message d'un téléspectateur. 2 idées simples pour se rapprocher du modèle allemand sans abandonner le nôtre. Régionaliser le SMIC, à défaut de l'abandonner. Associer les syndicats au conseil d'administration par le biais de la nomination d'un représentant du personnel. Ça va venir. Bien, avec grand plaisir, quand les syndicats abandonneront la lutte des classes. Si vous voulez, on ne peut pas mettre des syndicats au conseil d'administration qui vont vous expliquer que l'entreprise va disparaître. Mais Guy, c'est aussi quand ils arriveront au conseil d'administration qu'ils se rendront compte. Quand on voit bien que sur le terrain, il y a beaucoup de syndicats qui signent des accords, qui sont pragmatiques quand ils sont confrontés aux réalités. Ne pas les incorporer, c'est la meilleure façon de les laisser, qui restent dogmatiques. Ben Aouda. Concernant les délais de paiement, il y a un chapitre dans cette étude de la COFAS qui montre que finalement, PME et ETI se comportent exactement pareil, subissent les mêmes travers. Les grands groupes paient leurs fournisseurs en 64 jours et se font payer par leurs clients en 35 jours. En revanche, les PME et les ETI ont des comportements similaires. 56 et 52 jours, en gros, vaut mieux être un grand groupe. Stéphane Non, Cohen. mais c'est scandaleux. Moi, je sais que j'ai assisté des clients qui travaillent avec la grande distribution au moment de l'entrée de la loi LME. Ce qui est incroyable, c'est que ces grandes distributeurs, en fait, vous disent pas de problème, on va vous payer à 30 jours, sauf qu'on va vous compter, effectivement, parce qu'on paye à 60 jours, on va vous demander des remises arrière. Pour calculer, c'est totalement illégal. Mais c'est un chantage. Alors vous êtes déréférencé si vous. Alors c'est effectivement. Il y a la médiation de la sous-traitance maintenant. Il y a la médiation de la répondre sous-traitance. à ces problèmes-là. Parce que c'est quand même incroyable. Et je suis d'accord, c'est un effet boule de neige. Il faut que les grandes entreprises aident les ETI, qui aident les PME. Et que les PME aident les TPE. Il y a un sujet, je voudrais rebondir aussi, on a commencé à l'aborder juste avant les infos de l'heure, mais la question de comment rebondir après un échec. Les patrons sont souvent seuls, nous disait tout à l'heure Emmanuel Le Chypre. Cette question, elle est importante, notamment vis-à-vis du circuit financier, vis-à-vis de la Banque de France, Stéphane Cohen. Elle est plus qu'importante parce que déjà, c'est pas évident de vivre une difficulté. D'ailleurs, je parle souvent de la règle des 3D, vous savez, dépôt, dépression, divorce. Alors quand on s'en est sorti, on est encore marqué au fer rouge parce qu'un chef d'entreprise qui est entré dans une procédure collective, il a perdu sa cote Banque de France qui était double zéro, il devient 0,40, donc il est quand même déjà blacklisté par ses banquiers. Bon, bref, c'est une norme effectivement, voilà, on est sur mais une pire que ça, les mentions restent inscrites au cabis des plans de continuation, des plans de sauvegarde, ce qui est scandaleux. Mais alors, du coup, c'était 5 ans. C'était sur la durée du plan avant, et ça a diminué à 5 ans pour les redressements judiciaires et 3 ans pour les sauvegardes. Mais la problématique aujourd'hui, c'est la cote Banque de France du dirigeant. Et donc, je remercie, moi, à mon tour, encore une fois, Madame le ministre Fleur Pellerin d'avoir fait cet effort de travailler sur la notation Banque de France. C'est pas gagné parce que je crois qu'il y a des oppositions, mais en tout cas, bravo, et j'applaudis des deux mains. Notamment à la Banque de France. Oui, on parlait tout à l'heure, on entendait tout à l'heure dans le reportage de Jean-Baptiste Huet, c'était le président de la Fédération des promoteurs constructeurs qui disait c'est difficile d'investir, c'est difficile d'acheter par exemple, de faire construire dans un climat anxiogène. Est-ce qu'on ne broie pas trop souvent du noir? Nathalie Hamès a réagi d'ailleurs au reportage de Jean-Baptiste Huet. Est-ce qu'on doit tout noircir? Est-ce que des messages négatifs en permanence ne nuisent pas au moral finalement? Parce qu'il y a des filières qui sortent la tête de l'eau. Est-ce qu'on ne broie pas trop souvent du noir? Et ça, à force, ça pèse sur le moral, la psychologie. Guy Mamouani. Absolument, c'est tout à fait juste. Il faut rappeler... Alors, Guy et ensuite Manu. Guy Mamouani. Il faut rappeler qu'en effet, qu'il y a des secteurs qui se développent. Je vous rappelle que nous annoncerons 35 000 offres d'emploi dans le secteur numérique. Donc ça existe. Il y a des créations d'emplois. Est-ce qu'on ne cède pas trop souvent à la sinistrose? Est-ce qu'on se flagelle pas trop en France? On est en France, hein, Guy, mais vous savez, Emmanuel Le Chypre. Non, ce que je sentais venir et qui n'est peut-être pas le sens du propos, c'est de dire, en gros, on parle que des choses qui vont pas, ça agit sur le moral, etc. Non. Je veux dire, la meilleure preuve, c'est que si on disait que tout va mal, jamais ça ne se redresserait. Or, on voit bien que par moment, les choses vont quand même mieux. Je ne crois pas du tout que ce soit, par exemple, les médias
qui fasse le climat économique du tout. Sinon, on se tromperait jamais quand on dit que ça va mal. Qu'est-ce que vous avez noté? Cette clé de la confiance, elle est clé, notamment en France, parce que quand on regarde la France, en fait, les ménages sont riches en France. Le taux d'épargne est très élevé, c'est le numéro 2 de la zone euro. Les actifs, quand on regarde la richesse nette des ménages, elle est très élevée, elle est très au-dessus de la moyenne de la zone euro. Donc le canal psychologique, il est fondamental. Alors, bon, je voulais finir sur une note optimiste. C'est malheureusement le problème, c'est que est-ce que l'année prochaine, les ménages vont continuer à consommer? C'est-à-dire qu'on sait qu'en France, la consommation est très résiliente, et ce qui fait que le PIB baisse jamais trop. À mon avis, non, parce qu'il y a 3 éléments, alors pour le coup négatifs, et qui font broyer du noir aux gens. C'est-à-dire que ceux qui ont du cash ne le dépenseront pas, et pourquoi? D'abord, il y a la question de la dégradation du marché du travail, qui est réelle. Le chômage augmente, ça fait peur. Deuxième problème, un peu plus peut-être loin de nous, mais quand même très important, c'est que les réformes de la zone euro sont encore trop floues, trop incertaines, pour qu'on se projette dans un environnement, une zone euro qui soit stabilisée. Il y a eu des avancées, mais c'est trop flou. Et puis, troisième problème, la rigueur. La rigueur budgétaire, on le sait, Macron agit sur la consommation des ménages. Quand il y a une hausse de la fiscalité qui est prévue, les gens épargnent plus. Voilà. Donc il y a 3 éléments qui font que c'est pas que les gens broient du noir, c'est qu'objectivement, ça peut bloquer les projets de consommation ou les projets de dépenses pour les entreprises qui ont du cash ou pour les ménages qui ont du cash, parce qu'il y a un problème sur l'année qui vient. Vous donnez quoi l'an prochain, enfin cette année, pardon, en 2013, en croissance ou en... Vous êtes négatif à la COFAS. Oui, alors je vais... Heureusement que je voulais terminer sur une optimisme. Nous, on est à moins 0,2, donc on est très en dessous du consensus, très en dessous du FMI. Oui, parce qu'on pense qu'il y aura une contraction de la conso. On pense que le taux d'épargne va augmenter à cause de tout ce que j'ai raconté. Et en dessous de l'observatoire de BFM Business, Benaouda Abdelhaim, qui prédit 0% en 2013 depuis le mois de septembre. Oui, alors Emmanuel. Non, mais c'est juste que, effectivement, là, ce qui change un peu la donne, effectivement, c'est que... le chiffre du dernier trimestre qui est de moins 0,3 fait qu'on attaque 2013 d'un niveau très bas. Et qu'aujourd'hui, pour le coup, si on veut avoir 0 de croissance en 2013, ça sous-entend déjà qu'on va avoir une petite réaccélération en cours d'année. Donc oui, effectivement, avec Benaouda, nous ne sommes pas du genre à nous précipiter pour avoir nos chiffres tous les 2 jours. Notre chiffre de 0, parce que ce qui compte, c'est de donner une tendance. Notre chiffre de 0, on le tenait depuis le mois d'août 2012. Donc là, effectivement, je pense que ça va amener peut-être une petite révision. Mais vous étiez sur les solutions pour s'en sortir. Moi, je vais vous faire 2 propositions. À court terme, on est riche. Augmenter, on fait un transfert massif de charges. On allège les charges. On paye en France 100 à 150 milliards de charges de plus dans les entreprises qu'en Allemagne. Et ben moi, je vous propose 3 à 4 points de TVA sociale. Allez hop, ça vous fait 40 milliards de moins de prélèvements pour les entreprises. Et on fait, attention, et pour les ménages les plus défavorisés, on refait une redistribution qui coûte à peu près 2 à 3 milliards, pas plus, pour éviter qu'effectivement ils subissent ce choc sur leur consommation. Et là, je peux vous dire qu'on fait un sacré effort pour les entreprises. Et puis, moi, je suis très pour qu'on allège la fiscalité sur les premiers millions d'euros réinvestis. Je pense que ce serait évidemment. Benaouda, allez-y. Et puis après, on parlera de l'export aussi, fondamental aussi pour les entreprises. Il y a peut-être aussi une qualité intrinsèque à l'économie française, c'est qu'elle est peu cyclique. Là, au 4e trimestre, absolument. Au 4e trimestre, c'est moins 0,3, mais c'est comme en 2008, l'une des contractions les plus faibles de la zone euro. Et donc, ce qui peut-être fait que ça démontre une capacité de résistance supérieure, même à l'Allemagne où c'est moins 0,6 au 4e trimestre. Moins 0,6, tout juste. Allez, restez avec nous sur BFM Business. Les décodeurs de l'écho reviennent ce soir. Oui, l'export. Est-ce que toutes les entreprises, les PME notamment, sont sensibilisées à aller exporter, à aller donc conquérir des marchés à l'extérieur? Restez avec nous, on sera ensemble pendant encore 10 minutes. Les décodeurs de l'écho. Sur BFM Business, l'écho, c'est clair.